Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur The Acolyte. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les 2 premiers épisodes. The Acolyte se déroule 100 ans avant la menace fantôme dans une période encore appelée la Haute République. La Haute République a été apportée dans un premier temps en 2021 par le projet Luminous, un projet littéraire cross-média avant de commencer à faire d'autres apparitions, comme via la série jeunesse Les Aventures des Petits Jedi ou le jeu vidéo Jedi Survivor. La littérature de la Haute République, qui se déroule, elle, 200 ans avant la menace fantôme, soit 100 ans avant The Acolyte, est construite autour de 3 phases. La première, la lumière des Jedi, raconte comment un groupe de maraudeurs de la bordure extérieure, appelés les Nihil, a réussi à faire fléchir la République Galactique et l'Ordre Jedi. Les histoires des romans, comics, mangas et audiodramas tournent autour de récits parlant de plantes géantes carnivores et de créatures mystérieuses capables d'aspirer la force elle-même. La phase 1 s'est conclue avec le roman La Chute de l'Étoile et le comique L'œil de la tempête, où Mark Yonro, le chef des Nihil, est parvenu à isoler une partie de la galaxie incluant de nombreux Jedi et autres protagonistes. Des résumés des 3 vagues de la phase 1 sont d'ailleurs disponibles sur notre chaîne YouTube si cela vous intéresse d'en connaître plus dans les détails. La phase 2, la quête des Jedi, revient dans le passé, à l'image de la construction des trilogies de la saga Skywalker. Ainsi, 150 ans en arrière, un culte nommé la Voie de la Main Ouverte a libéré des créatures semblables à celles qui se nourrissent de la Force et complotent sur la planète Jedha pour retourner les différents cultes de la Force entre eux. Cette phase 2 permet ainsi de réintroduire des éléments qui, ajoutés au final de la phase 1, donnent ce qui est actuellement en train d'être développé en anglais et dès la fin de l'été en français, la phase 3, les épreuves des Jedi. L'ère de la Haute République de manière générale est considérée comme l'âge d'or des Jedi et de la République, et cette dernière entreprend de nombreux projets pour rallier les mondes de la bordure extérieure, avec par exemple le projet du flambeau stellaire, se voulant être une balise dans l'obscurité de l'espace pour guider les nouveaux voyageurs. L'Ordre Jedi est lui aussi très différent de celui que l'on connaît dans la prélogie. En effet, 200 ans plus tôt, les Jedi sont bien plus détachés de la République et de la politique en elle-même et travaillent en collaboration, sans avoir la méfiance constamment présente lors de la menace fantôme et de la guerre des clones. Dans The Acolyte, on retrouve un mix de ces idées avec un maître Jedi Sol assez libre dans sa façon de faire et sa façon de penser, face à un chevalier Jedi Yord Fandar très à cheval sur le protocole. On remarque d'ailleurs que quand Fandar s'annonce en tant que figure d'autorité, il fait passer la République et le Sénat avant l'Ordre Jedi. Et même Jake Elon fait une référence avec cette réplique. In the name of the Galactic Senate of the Republic. You are under arrest. In the name of the Galactic Senate of the Republic, you're under arrest, Chancellor. Le premier épisode débute par un texte introductif, histoire de remettre du contexte et placer la série dans la chronologie. Le texte reprend la police d'écriture des fameux textes déroulants de la saga Skywalker, mais avec la couleur bleue du « il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine ». Dans ce texte, il est d'ailleurs ironique de dire que l'Ordre Jedi et la République Galactique ont prospéré sans guerre pendant des siècles, alors que justement un siècle avant a eu lieu le conflit contre les Nihil. Mais il est vrai que, techniquement, la situation avec les Nihil n'est pas appelée guerre. Directement après le texte, on nous introduit sur une toute nouvelle planète, Weda, dans une scène déjà révélée d'abord lors des ressorties au cinéma de la menace fantôme et de la saga Skywalker, puis sur YouTube quelques jours avant la diffusion de ces épisodes. L'entrée du village sur Weda est symbolisée par une grande arche, une référence à un concept art de Ralph McQuarrie du Retour de Jedi, où une arche au design similaire était l'entrée du palais de Jabba sur Tatooine. On peut ici particulièrement reconnaître une similitude au niveau des pieds. Et l'arche du Retour de Jedi avait déjà eu droit à une référence dans Le Réveil de la Force, où elle est reprise quasiment à l'identique dans l'avant-poste de Niima sur Jakku, mais elle est détruite par Rey à bord du Faucon Millennium. En arrière-plan sur Weda, on peut apercevoir le vaisseau de Mae Aniseya, qui semble reprendre le design du Cimeterre, le vaisseau personnel de Dark Maul dans la menace fantôme, aussi appelé Infiltrateur Sith. Si ce vaisseau a été confié à Mae par le mystérieux personnage supposé Sith que l'on voit en fin d'épisode, il se pourrait que ce soit simplement une version antérieure. Sur Weda, Mae vient assassiner la maître Jedi Indara. Le concept du personnage de Mae est fortement inspiré de Beatrix Kiddo, l'héroïne des films Kill Bill. Dans Kill Bill, le personnage principal dresse une liste de personnes à tuer et un plan similaire de la première cible dans les 2 œuvres est repris.
Après la mort d'Indara des mains de Mae, nous découvrons sa sœur jumelle Osha à bord d'un vaisseau de la Fédération du Commerce, une méga corporation tellement puissante un siècle plus tard qu'elle siège au Sénat galactique. Elle est évidemment toujours dirigée par des Neimoidiens, introduits pour la première fois, tout comme la Fédération dans La Menace Fantôme. Des Neimoidiens sont bien présents dans les œuvres de la littérature de la Haute République, mais la Fédération en est absente. Il est tout de même intéressant de noter que ces deux éléments seront cependant très présents dans un gros projet de la Haute République, le jeu vidéo Eclipse développé par Quantic Dream. Mais nous ne savons pas encore quand l'histoire du jeu se déroulera par rapport à The Acolyte, ni sa date de sortie. Près des Neimoidiens, on peut apercevoir une écriture dans le fond qui n'est autre que l'alphabet Neimoidien. En le traduisant, on obtient warning, soit attention, et pour l'anecdote, cet alphabet a été tourné de manière ironique dans un comic Tales de 2001 qui est non canon, pas même pour le Légende. Mais dans ce numéro parodique, Mace Windu lit le menu d'un restaurant qui dit littéralement « Si vous avez pris le temps de traduire l'ensemble de ce menu, essayez de consacrer autant de temps à des choses plus importantes comme faire de l'exercice, avoir de bonnes conversations entre amis, admirer les couchers de soleil ou dire à cette personne spéciale combien vous l'aimez. » Ce message vous est présenté par l'écrivain de la Children's Television Workshop et la lettre O. Au fait, Mitchell, Drea, Shelley, Chris et Evan Rudd, je vous aime tous. Auteur Kevin Rubio, dessinateur Lucas Marangon, socialiste Karl Marx. Et non, je ne me suis absolument pas senti visé par ce message. À bord de ce convoyeur WT 2550 de classe Wida nommé le Fallon, Osha a le rôle de Mechnek aux côtés de Philic. Un Mechnek est un freelance qui travaille pour différentes entreprises pour réparer des vaisseaux depuis l'espace. C'est un métier très dangereux, souvent confié au droïde R2, comme précisé dans la série, et c'est exactement ce que l'on voit dans La Menace Fantôme avec la première apparition de R2-D2. Lorsque Philic interpelle Osha, il mentionne Nar Shaddaa, un lieu important de la pègre surnommé la Lune des Contrebandiers et apparu pour la première fois dans la série de comics Légende, l'Empire des Ténèbres. Osha transporte avec elle un tout nouveau modèle de droïde appelé Pip, un nom qui semble être à la fois le nom du droïde d'Osha mais aussi son modèle. Les droïdes Pip sont ainsi des droïdes de réparation ou plutôt des sortes de couteaux suisses à utiliser manuellement, un concept très original et bienvenu. Dans le couloir se trouve aussi un droïde plus imposant, d'un nouveau modèle mais faisant un bruit que l'on connaît bien. En effet, c'est le son d'un droïde gonk ou plutôt un droïde d'alimentation de série GNK. Le droïde de The Acolyte est donc très probablement une version antérieure au Gonk que l'on connaît, même si la série jeunesse Les Aventures des Petits Jedi qui se déroule 100 ans avant The Acolyte montre à un moment un Gonk classique renversé. Osha est interpellé par deux Jedi, le chevalier Jedi Yord Fandar et sa padawan Taziloa. Cette dernière est une Zigerienne, une espèce principalement connue pour diriger un empire esclavagiste comme dans The Clone Wars. Cependant, un Jedi Zigerien est déjà connu, il s'agit de Farzala Tarabal des comics jeunesse de la Haute République. Les Zigeriens ont été créés à l'origine dans le tout premier guide de référence de jeux de rôle Star Wars en 1987 et étaient décrits comme des humains aux grandes oreilles, design représenté dans un comics de la série Star Wars de 1977. Mais c'est, comme beaucoup trop de choses, la série The Clone Wars qui est venue apporter un retcon, modifiant l'apparence des Zigeriens pour quelque chose de plus alien. Yord Fandar manie un sabre laser jaune et est défini d'après StarWars.com comme un gardien de temple Jedi. Cette fonction est très particulière dans l'ordre Jedi et nous en voyons dans The Clone Wars. Les gardiens ont tout simplement la tâche de protéger les temples Jedi et manient un sabre laser à double lame jaune capable de se replier sur lui-même. Le jaune ne leur est pas exclusif mais leur est souvent assigné. Yord Fandar et Taziloa débarquent avec des tenues toutes resplendissantes de blanc et de doré. Lors de la présentation du début de la Haute République, des tenues similaires avaient été représentées, ainsi que des variantes pour un même personnage. Il nous avait été expliqué que les tenues blanches étaient plus des tenues de cérémonie, et les tenues plus sombres, avec entre autres les manches rentrées dans les protections d'avant-bras, seraient des tenues de terrain. À travers les différents personnages de The Acolyte, on remarque un vrai effort sur les tenues, bien que la différence entre cérémonie et terrain soit un peu floue, mais on peut clairement imaginer que les pratiques ont évolué en un siècle. Pour en finir avec cette scène, les Jedi arrivent à bord d'un chasseur Vector Jedi, le modèle de chasseur utilisé par les Jedi de la Haute République. Cette version est légèrement différente de celle que l'on connaît 100 ans auparavant, mais une évolution après autant de temps passé est totalement logique. Les Vectors peuvent accueillir jusqu'à 2 passagers, donc la ressemblance se fait bien plus ressentir.
Les vecteurs Jedi ont d'ailleurs un système très intéressant et qui image bien la philosophie des Jedi de cette époque. En effet, les systèmes d'armement du vaisseau ne pouvaient être activés qu'à l'aide d'un sabre laser. Cela évitait des accidents si jamais le vaisseau était volé ou si un autre incident se produisait. Nous arrivons ensuite sur Coruscant, capitale de la République Galactique, mais la planète qui héberge aussi le grand temple Jedi, centre de l'ordre Jedi. Un détail à relever et qui n'est pas si anodin est l'élévation du temple par rapport au reste de la ville. En effet, si l'on compare avec des images de la prélogie, le temple semble bien plus haut, voire le sol serait plus bas. Cela pourrait totalement imager l'emprise de Coruscant et sa politique sur les Jedi au fil du temps, menant à leur corruption, leur méfiance et leur aveuglement 100 ans plus tard. Mais si on est plus pragmatique, cet élément marque une petite incohérence. En effet, le temple Jedi de Coruscant apparaît dans quelques œuvres précédentes des Acolytes, comme la série Les Aventures des Petits Jedi, et les comics La Quête des Jedi et La Lame, et à chaque fois, le temple a le même design que dans la prélogie. Dans le temple, nous retrouvons le maître Jedi Sol, ancien maître d'Osha Aniseya, et désormais maître de Jekilon. Sol donne un cours à des novices et leur demande de se projeter dans la force en décrivant ce qu'ils ressentent et sa façon de parler, comme certaines réponses des enfants, rappellent un nouvel espoir et les derniers Jedi. Close your eyes. Your eyes can deceive you. We must not trust them. With the blast shield down, I can't even see. How am I supposed to fight? Your eyes can deceive you. Don't trust them. And tell me what comes into your mind. What do you see? Balance. Good. Life. Excellent. I see fire. Violence. And between it all. Balance. Parmi les novices est présent un jeune Tarsent, une espèce du réveil de la force, avec le sénateur de la Nouvelle République Lenever Vilsham qui décède durant le cataclysme osnien. La séance est interrompue par l'arrivée d'un autre Jedi, la maître Vernestra Raux. Vernestra, ou Verne comme l'appellent certains personnages même si elle déteste ce surnom, sera le seul personnage de la littérature de la Haute République à apparaître dans la première saison de The Acolyte. En effet, les premières aventures de Vernestra viennent du roman jeunesse Une épreuve de courage, qui se déroule donc 100 ans dans le passé. Elle était la padawan du maître Jedi Stellangios et a été promue au rang de chevalier Jedi à seulement 15 ans, faisant d'elle l'une des plus jeunes Jedi à obtenir ce rang. Mais Vernestra est une Myriélan et est donc capable de vivre bien plus longtemps qu'un humain, et désormais maître Jedi dans The Acolyte. Raux fait d'ailleurs une réflexion à ce sujet en guise de clin d'œil, comme quoi elle a connu Sol lorsqu'il avait l'âge des novices. L'autre particularité de Vernestra Raux est son sabre laser, un sabre à lame violette qu'elle a modifié en suivant une vision de la force pour en faire un fouet laser. Nous savons que le sabre de Verne en mode fouet sera présent dans la série et j'en profiterai pour le développer sur ce point à ce moment. Et pour finir sur une anecdote, le personnage est interprété dans The Acolyte par Rebecca Henderson, qui n'est autre que la femme de la créatrice de la série, Leslie Headland. De retour du côté d'Osha, elle est emprisonnée par Yord Fandar à bord d'un vaisseau prison Calaboose DTE-CSA 17, appelé le Palwick, pour être emmenée sur Coruscant après avoir été accusée d'avoir assassiné la maître Indara. Ce n'est pas confirmé selon les informations officielles, mais dans le nom du modèle de ce vaisseau, on retrouve la mention de CSA qui signifie Corporate Sector Authority, soit l'autorité du secteur corporatif ou ASC en français. Les personnages mentionnent le secteur corporatif qui est la zone dans laquelle il se trouve, donc il serait tout à fait logique que ce vaisseau prison appartienne à l'ASC et non à la République. L'ASC est une organisation possédant une force militaire qui administre une partie de la bordure extérieure. On la retrouve souvent dans des œuvres tournant autour de la pègre, comme lors de sa première apparition dans le roman Légende Han Solo au bagne des étoiles. À bord de ce vaisseau, donc, Osha fait la rencontre de prisonniers haut en couleur, dont un est immobilisé par un parasite appelé Diebuck. Il s'agit d'une nouvelle créature, mais rappelle bien évidemment les facehuggers de la saga Alien, qui viennent se coller sur la bouche de leurs victimes pour pondre des œufs dans leur corps. Un autre prisonnier précise que l'utilisation d'un Diebuck pour immobiliser quelqu'un pourrait avoir des effets secondaires sur l'esprit, ce qui rappelle ici le fonctionnement des Mairan, des mollusques géants capables de lire dans l'esprit des autres individus, mais au prix d'une grande souffrance et d'une perte possible de l'esprit.
Dans Rogue One, ce sont les partisans de Saw Gerrera qui utilisent un Myran nommé Borgoulette sur Body Rook. Mais l'Empire, on a aussi utilisé dans la série de comics Dr. Aphra en 2016, ici appelé Bor Ifriem. Le Diebuck rappelle également le Gnulis, un appareil respiratoire biotechnologique porté par les Yuuzhan Vong dans l'univers légende. Comme tous les équipements et appareils Yuuzhan Vong, il s'agit d'un organisme vivant, ici fonctionnant comme un filtre atmosphérique. Les autres prisonniers ont des designs très originaux, mais une espèce est reconnaissable, il s'agit d'un Mimbanné, une espèce apportée par le film Solo, avec une bataille sur Mimban à laquelle Han Solo participe lorsqu'il faisait partie de l'armée impériale. Mais une espèce native de la planète Mimban était présente dans l'univers légende, l'équivalent des Mimbanné appelé Kowai. Les Kowai sont une tribu indigène de Splinter of the Mind's Eye, le premier roman original de Star Wars sorti en 1978, moins d'un an après la sortie d'Un Nouvel Espoir, et dont l'écriture a commencé alors que le film était encore en production. La couverture du roman, d'ailleurs, a été faite par Ralph McQuarrie lui-même, l'artiste qui a réalisé les magnifiques concept art de la trilogie originale, et une adaptation en comics est sortie en 1995. Mais le vaisseau prison finit par se cracher sur une planète enneigée appelée Karlak. Karlak provient de The Clone Wars, où durant la guerre des clones, le groupe de Mandaloriens dissidents de la Death Watch s'y est réfugié et soumet un village local avant qu'Ahsoka Tano n'intervienne. Karlak est aussi mentionné dans l'audio-drama Maître Tempête de la Haute République, où nous apprenons qu'un affrontement entre les Jedi et les Nihil a eu lieu sur la planète, et que grâce aux maraudeurs capturés par les Jedi, ils sont parvenus à comprendre l'organisation particulière des Nihil. En effet, les Nihil sont divisés en 3 tempêtes, l'équivalent de bataillons pour simplifier, elles-mêmes divisées en d'autres factions appelées Orage, Nuage et Foudre. Et chaque tempête est dirigée par un maître tempête. Mais à ce moment de l'histoire, les Jedi n'avaient pas encore identifié le véritable chef des Nihil, l'œil, Mark Yonro. Le guide de l'épisode de StarWars.com nous apprend que cette planète enneigée devait avoir un aspect désertique à l'origine et était identifiée comme étant Boss Pity, un monde de la bordure médiane cité dans la Revanche des Sith. Lorsqu'Osha se réveille sur Karlak dans les ruines du vaisseau, un morceau de ce dernier est disposé assez en évidence et n'est pas sans rappeler le booster à combustion cryogénique, un des objets qu'utilisent Leia Organa et Han Solo pour sortir du compacteur à ordures de l'étoile de la mort dans Un Nouvel Espoir, et que l'on revoit lors de la construction du chasseur Hénin de Din Djarin dans le livre de Boba Fett. Et pour l'anecdote, le compacteur à ordures de l'épisode 4 est numéroté 3263827, le réel numéro de téléphone de Mark Hamill à l'époque du tournage, dévoilé par Harrison Ford. Les autres prisonniers s'étaient échappés dans des capsules de sauvetage, mais ont tout de même été recapturés et amenés sur Coruscant pour être emprisonnés dans le centre de détention du Temple Jedi, déjà apparu dans la série Les Ombres du Flambeau, qui sortira dans quelques mois en français. Le centre de détention du Temple Jedi provient cependant de l'univers légende, où il est présent dans la majorité des tomes de la série Le Destin des Jedi. C'est dans ce lieu que nous faisons la rencontre de Jeki Lon, la padawan actuelle de Maître Sol. Jeki est une hybride de 2 espèces, mi-humaine, mi-Théline. Cette hybridation est un hommage à un autre personnage dans le même cas, Ristal Saint, une des danseuses du Max Rebo Band dans le palais de Jabba du Retour du Jedi. Et au détour d'un couloir du Temple Jedi se trouve un Selkas, une espèce aquatique apparue dans The Clone Wars mais créée pour le jeu vidéo légende Knights of the Old Republic, où les Selkas font partie d'une des espèces les plus importantes, étant neutres sur leur planète Manaan face à la guerre entre la République Galactique et l'Empire Sith. Sol, Jeki Lon et Yord Fandar finissent par partir à la recherche d'Osha sur Karlak, son ancien maître étant persuadé qu'elle a survécu au crash de son vaisseau. Les Jedi partent ainsi en mission à bord d'un transport Jedi Polan 717 nommé le Polan. Ce modèle de vaisseau est produit par les chantiers navals Lantiliens qui construiront plus tard le transport léger GX1, un vaisseau créé pour l'aventure de jeu de rôle légende Other Space, mais qui apparaît surtout dans le même épisode de The Clone Wars qui apporte la planète Karlak. La forme des 2 vaisseaux est d'ailleurs très similaire. Dans le second épisode, toute l'action se déroule sur la planète Olega, une nouvelle planète. Olega présente dans une de ses villes un temple Jedi, un des nombreux avant-postes de l'ordre, élément particulièrement mis en avant dans la littérature de la Haute République. L'entrée du temple Jedi est gardée par un droïde qui rappelle les droïdes portiers TT-8LY7 comme celui posté à l'entrée du palais de Jabba dans le Retour du Jedi. De plus, le droïde de Decolite se nomme TT-8LOT, un nom donc quasiment similaire au modèle existant le siècle suivant.
Mae est venu sur Omega pour assassiner son second Jedi, le maître Torbin. Torbin a fait vœu de barrage suite au fameux incident de Brendok qui a traumatisé nos protagonistes et que l'on devrait voir plus en détail dans de futurs flashbacks. En effet, dans les différents trailers, nous avons pu voir Sol, Indara, Kelnaka et Torbin sur Brendok, et ce dernier est affecté par un phénomène qui lui change les yeux en noir. À propos de ses yeux, quelque chose lui en a lacéré un et il garde une vilaine cicatrice. Et donc, depuis cet incident, il y a près de 10 ans, Torbin a fait vœu de Barash. Le vœu de Barash est un serment prêté par les Jedi qui s'abstiennent complètement de toute activité liée à l'ordre Jedi en guise de pénitence, se dégageant de tout ce qui n'est pas la Force elle-même et s'engageant à atteindre la communion ultime avec elle. La maître Jedi Barash Sylvain, qui a vécu durant la phase 2 de la Haute République, est à l'origine de cette pratique et le vœu porte ainsi son nom. Bien que la plupart des Jedi ayant fait le vœu l'aient fait comme une méthode d'expiation, certains l'ont fait pour se recentrer sur la Force, comme Kirak Infila, un Jedi qui a survécu à l'Ordre 66 parce qu'il s'était exilé sur Aldolim. Mais un Jedi ayant fait vœu de Barash fait toujours partie de l'Ordre, et sa position est donc consignée dans les bases de données des Jedi. Ainsi, c'est en fouillant ces dernières que Dark Vador parvint à débusquer Infila, le tua sans sabre laser et se servit de celui du Jedi pour créer le sien, faisant saigner le Crystal Kyber en y plongeant toute sa rage et sa peur. On peut aussi relever le fait que la toute première fois que le vœu de Barash a été représenté dans les comics Dark Vador, c'est dans une case où Kirak Infila médite en lévitation, exactement comme le fait Torbin dans la série. D'ailleurs, c'est Dark Sidious qui a ordonné à Vador de s'attaquer à Kirak Infila sans armes afin qu'il mérite son sabre laser. Dans The Acolyte, il semble y avoir la même mécanique avec l'individu mystérieux au sabre laser rouge, très probablement un Sith, qui ordonne à Mae de tuer les 4 Jedi de l'incident de Brendok, dont 2 sans armes. L'identité de ce supposé Sith est encore très floue, mais personnellement je pencherai sur le fait qu'il s'agit de l'apprenti Sith du moment et qu'il cherche à former Mae comme acolyte Sith afin de renverser son maître et prendre sa place. En effet, depuis 900 ans environ, les Sith ont adopté la règle des deux, imposant l'existence de 2 Sith uniquement afin qu'ils se renforcent sur le long terme, l'apprenti devant surpasser le maître dans un cycle infini menant au Sith ultime. Cette doctrine a été instaurée par Darth Bane pour 2 raisons, sauver les Sith de la dernière guerre les opposant aux Jedi en se faisant passer pour morts, et parvenir à recréer une dyade de la Force. Une dyade de la Force est le fait que 2 êtres sensibles à la Force ont un lien unique dans celle-ci, incassable, qui fait d'eux un seul être dans la Force. Le pouvoir d'une dyade est aussi fort que la vie elle-même, les individus formant la dyade partageant un lien qui traverse le temps et l'espace. Bane a ainsi voulu former artificiellement une dyade et il y est parvenu en quelque sorte, puisque sa doctrine a mené à la création du petit-fils de Dark Vador, Ben Solo, et de la petite-fille de Dark Sidious, Rey Skywalker, qui forment ensemble cette fameuse dyade. Reste à voir si le concept de dyade sera adopté pour la relation entre Mae et Osha Aniseya. Sur Omega, Mae n'est pas seule, elle est accompagnée d'un certain Kaimir qui lui prépare du poison pour tuer Torbin. Kaimir mentionne la phrase « La paix est un mensonge », la première phrase du code Sith qui dit « La paix est un mensonge, il n'y a que la passion. Par la passion, j'ai la puissance. Par la puissance, j'ai le pouvoir. Par le pouvoir, j'ai la victoire. Par la victoire, je brise mes chaînes. La force me libérera. » Dans l'enceinte du temple Jedi d'Omega se trouve un Jedi Cafex, une espèce de l'ascension de Skywalker avec le membre de la résistance Seosra Swift et le propriétaire du speeder que vole Mae en fin d'épisode, qui est un Abednedo, une espèce du réveil de la Force, avec par exemple le pilote de la résistance, Kai Srenali. De plus, dans les rues, on retrouve un individu cornu avec un masque qui est une référence, selon David W. Collins sur X, un doubleur récurrent sur des projets Star Wars, au Bandogora, un clan du côté obscur de l'univers légende installé dans une citadelle sur Kolma, une lune de la planète Bogden dans la bordure intérieure. Le Bandogora utilisait des neurotoxines altérant l'esprit, développées et conditionnées pour supprimer l'individualité et le libre arbitre, et utiliser les capacités de la Force pour transformer ces toxicomanes en une armée d'esclaves et d'assassins sans cervelle. Ce culte a été créé pour le jeu vidéo Bounty Hunter, dans lequel Collins a travaillé en tant que sound designer. Enfin, l'épisode 2 se conclut sur Kelnaka, le Jedi Wookiee reclus sur la planète Kofar, qui ne veut visiblement voir personne puisque la pancarte devant son logis signifie Keep Out en Shiriwook, la langue des Wookiees.
Le personnage est interprété par Joonas Suotamo qui avait précédemment pris la relève de Peter Mayhew, qui nous a malheureusement quitté en 2019 dans le rôle de Chewbacca. Kel Naka est le premier Jedi Wookiee à apparaître en live action, mais d'autres personnages de son espèce ont aussi été Jedi avant lui. Pour la Haute République, on peut relever Buryaga Agaburi, un padawan dans la phase 1 de la Haute République particulièrement sensible aux émotions dégagées par son entourage. En Wookiee bien plus vieux, il y a Arkoff, le maître Jedi de Lily Torazi dans les mangas Un équilibre fragile. Dans The Clone Wars, nous suivons la formation du jeune Gungi qui obtient son Crystal Kyber et qui survit à l'ordre 66 puisque nous le retrouvons dans The Bad Batch. Enfin, dans l'univers légende, beaucoup de Wookiees sont aussi devenus Jedi, comme Lowbacca, le neveu de Chewbacca dans les romans Les Enfants de la Force, Tivoka, le maître Jedi de Plo Koon qui apparaît dans les comics Star Wars de 1998, Kirloka, un instructeur au sabre laser dans le jeu de rôle Living Force, ou encore Rour, un Wookiee membre de l'ordre Jedi, ancêtre de l'ordre Jedi plus de 25 000 ans avant les films. Et je terminerai en m'attardant un peu sur les titres. Ceux des 2 premiers épisodes sont Perdu trouvé et Vengeance justice, faisant écho selon moi à la relation entre Mae et Osha. Dans le premier épisode, Mae est dans une quête pour trouver des Jedi, tandis qu'Osha est perdu dans un enchaînement de situations qui la dépassent. Et dans le second, Mae cherche la vengeance en tuant les Jedi, alors qu'Osha préfère la voie de la justice lorsqu'elle tente d'immobiliser sa sœur jumelle. Cette dualité semble être au cœur de la série et est même référencée dans le logo de The Acolyte où le O est dédoublé. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir notre critique en live disponible sur notre chaîne secondaire, ainsi que la review de Tribune et Max Rebo disponible sur la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane les Étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.